Pendant 40 ans, à travers toutes mes pertes, ma mère, ma compagne, mon fils. À l'âge de 72 ans, il prit une décision qui laissa sans voix même ses amis les plus proches. Après le décès de Kelly Preston, en 2020, et après la perte de son fils Jet quelques années auparavant, il semblait que quelque chose avait profondément changé en lui. Vers 2026, il commença à faire ses adieux d'une manière qui inquiéta profondément son entourage. Un à un, il offrit des objets personnels qui avaient pour lui une valeur sentimentale immense. Il enregistra également ce qu'il appelait ses messages de adieu destinés à ses admirateurs. Sa famille en fut profondément bouleversée. Les fausses rumeurs annonçant sa mort qui circulaient en cette année-là ne semblaient pas être le fruit du hasard. Tout donnait l'impression qu'il cachait quelque chose. Ce que John sait de son propre avenir risque de vous briser le cœur. John Travolta naquit le 18 février 1954 à Englewood, dans le New Jersey. Il était le plus jeune d'une famille de 6 enfants. Son père Salvatore dirigeait un petit atelier de pneus et assurait l'essentiel des revenus du foyer. Sa mère Hélène donnait des cours de théâtre pour aider à subvenir aux besoins de la famille, tout en poursuivant son propre rêve de monter sur scène. John regardait sa mère répéter avec une immense admiration. Dès l'âge de 12 ans, il ressentait une attirance irrésistible pour le monde des arts du spectacle. Une représentation scolaire confirma cette passion. Dès qu'il monta sur scène, il se déplaça avec une assurance étonnante et fut accueilli par une ovation interminable. Ce bruit sembla ouvrir une toute nouvelle porte dans sa vie. Sa famille n'était pas riche, mais leur maison était toujours remplie de rires, de musique et d'histoires. En particulier lorsque Hélène répétait des comédies musicales comme La Mélodie du Bonheur dans le salon. John observait chaque mouvement avec fascination comme si cela représentait la source même de sa vie. Ces instants nourrissaient quelque chose de profond dans son âme et lui donnaient de l'espoir malgré l'exiguïté de leur logement et les difficultés du quotidien. Grandir dans une famille passionnée de musique signifiait que la maison était rarement silencieuse. Les répétitions de Hélène étaient toujours accompagnées de chansons de comédie musicale comme My Fair Lady et Oklahoma. Personne n'avait besoin d'y encourager John à participer. Il dansait, chantait, imitait chaque geste et jouait avec une telle intensité dramatique que les voisins regardaient souvent par les fenêtres pour voir le jeune garçon donner un véritable spectacle au milieu du salon. Même il était le plus jeune des enfants et parfois considéré comme le plus fragile, sa mère ne cessait de l'encourager, affirmant qu'il possédait quelque chose de vraiment exceptionnel. Chaque fois qu'il se sentait seul ou insignifiant, John se réfugiait dans la musique. Il laissait chaque mélodie emporter ses inquiétudes. Il disait souvent que ses représentations dans le salon lui avaient sauvé la vie. Même si sa famille n'était pas riche, leur maison débordait de créativité, ce qui lui donna le courage de rêver d'un avenir qu'il était encore incapable d'imaginer. Et l'école, en revanche, était une expérience totalement différente. John était fréquemment victime de harcèlement à cause de sa silhouette très mince et de son bégaiement qui rendait sa parole hésitante. Ses camarades le surnommaient Pinky, en raison de sa peau très pâle, et se moquaient autant de sa façon de parler que de sa manière de marcher. Certains jours, il souhaitait simplement disparaître avant même la pause de midi. Peu à peu, il se replia sur lui-même. Une fois rentré à la maison, il jouait de petites pièces devant ses frères et sœurs, transformant sa souffrance en éclats de rire. Le théâtre lui permettait de retrouver la paix et d'oublier la douleur qu'il vivait à l'école. Voyant la souffrance de son fils, sa mère, elle l'encouragea à monter sur scène afin de transformer ses émotions en force. Lorsqu'il entra au lycée, chaque fois qu'il montait sur scène, il semblait devenir une personne totalement différente. Tous les regards de la salle se tournaient vers lui, comme s'il contrôlait lui-même la lumière qui éclairait la scène. Ce qui avait autrefois été considéré comme sa faiblesse devint peu à peu sa plus grande force. Son véritable tournant arriva alors qu'il n'avait que 12 ans. Hélène dirigeait une pièce de théâtre communautaire intitulée « Who Will Save the Plowboy » et lui confia un petit rôle. Même si ce rôle était très simple, tout changea au moment où il monta sur scène. Il improvisa des répliques comiques, modifia le ton de sa voix et utilisa même des accents régionaux qui ne figuraient pas dans le texte. Le public éclata de rire et applaudit sans interruption, le laissant debout stupéfait et silencieux. Emportés par leur enthousiasme, les spectateurs se levèrent même pour lui offrir une immense ovation. Un moment si exceptionnel que même les adultes qui attendaient en coulisses en restèrent émerveillés. Cette soirée, elle aida à découvrir sa véritable raison de vivre. Ce sentiment resta gravé en lui pendant des années et lui donna la détermination de continuer à avancer. À l'âge de 16 ans, il décida de franchir une étape encore plus importante. Il quitta le lycée Dwight Morrow malgré les demandes répétées de ses parents qui voulaient qu'il termine ses études. Avec une petite valise et tout l'argent qu'il possédait, il s'installa à New York. Il loua une chambre au YMCA pour seulement $1 la nuit
et accepta tous les petits emplois qu'il pouvait trouver afin de survivre. Il lavait la vaisselle, livrait des fleurs et faisait le ménage partout où elle en avait besoin d'aide. Pendant la journée, il suivait gratuitement des cours de théâtre et S introduisait même dans certaines salles de cours auxquelles il n'était pas officiellement autorisé à assister. Le soir, il retournait dans son petit lit au YMCA en se répétant qu'il devait simplement tenir une journée de plus. Il ne laissa jamais la tristesse prendre le dessus. Il croyait que chaque épreuve avait un sens et que la ville finirait par lui ouvrir ses portes. Il continuait à persévérer. Plus tard, Helen aida à inscrire à la célèbre école de théâtre Neighborhood Playhouse où il étudia la technique vocale avec Dan Sullivan. Sullivan observa John et reconnut immédiatement chez lui un talent naturel. Même il restait encore à perfectionner. Il insista cependant sur le fait que le talent seul ne suffisait jamais. Selon lui, l'industrie du divertissement pouvait facilement briser toute personne qui ne possédait pas une force de caractère suffisante. John prit ces paroles très au sérieux. Sa formation fut extrêmement rigoureuse et exigeante sur le plan émotionnel. Il apprit à maîtriser sa voix tout en perfectionnant chacun de ses mouvements et chacun de ses gestes. Avec le temps, il parvint à surmonter son bégaiement. Une fois sa formation terminée, les conseils de Sullivan restèrent gravés dans sa mémoire comme un rappel discret mais permanent. Ils l'aidèrent à garder les pieds sur terre dans plusieurs des moments les plus importants de sa vie. À l'âge de 16 ans, la même année où il s'installa à New York, il obtint son premier emploi rémunéré comme acteur au Cherry Lane Theatre en participant à la comédie musicale Bye Bye Birdie pour un salaire de $75 par semaine. Même si la scène était modeste et les coulisses très étroites, chaque représentation lui apprenait quelque chose de nouveau. Il travaillait sans relâche pour mémoriser ses répliques, observer les acteurs plus expérimentés et étudier leur manière de créer un lien avec le public. L'ambiance dynamique de la scène off-Broadway lui apporta la confiance qui lui avait longtemps manqué. Ces expériences le convainquirent qu'il appartenait réellement au monde du spectacle. 2 ans plus tard, en 1972, il fut choisi pour jouer aux côtés de Blythe Danner dans la pièce Reine du circuit off-Broadway. Cependant, la production ne resta à l'affiche que 2 semaines avant d'être arrêtée à cause de critiques extrêmement négatives. Du jour au lendemain, il se retrouva sans rien. Il dormait sur des bancs publics et marchait pendant des heures dans l'espoir que quelqu'un lui offre une chance. 6 souvenirs restèrent profondément gravés dans son esprit. Ils lui apprirent que l'industrie du divertissement pouvait élever une personne jusqu'au sommet avant de l'abandonner tout aussi rapidement. Malgré tout, il ne cessa jamais de passer des auditions. Il refusa d'y abandonner. En 1963, il rejoignit la tournée nationale de la comédie musicale Grease. Même il n'interprétait pas le rôle principal, cette expérience lui permit de montrer son talent sur scène. Il improvisait des pas de danse qui faisaient rire de bonheur toute la troupe. Voyager sans cesse était épuisant, mais cela l'habitua aussi à monter sur scène soir après soir dans des villes différentes. Les longs trajets en autobus, les amitiés qu'il noua avec les autres artistes et la joie d'avoir un travail stable lui donnèrent la motivation de continuer. Cette tournée lui apporta une grande reconnaissance et lui ouvrit les portes de rôles plus importants. En 1971, il fit ses débuts à Broadway dans la comédie musicale Over Here, aux côtés des Andrews Sisters. Le spectacle fut joué 341 fois et devint le plus grand succès musical de la saison. Il interpréta la chanson A Million Miles Away, avec sa voix de ténor surprenant de nombreux spectateurs. Même il avait dès abord souffert d'un fort trac lors des représentations avant la première une fois qu'il trouva son rythme. Il eut enfin le sentiment d'être revenu à endroit où il avait toujours eu sa place. Le succès de Over Here lui apporta une vague de nouvelles opportunités. Il lui permit de travailler avec des acteurs comme Treat Williams et Marilu Henner, le rapprochant un peu plus de Hollywood. Cette même année, il passa des auditions pour plus de 50 publicités télévisées. Il signa des contrats avec Dr Pepper et Unique Auto Accessories, gagnant jusqu'à $500 par jour. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une véritable stabilité financière. ALS installa également dans un petit appartement du quartier de Hell's Kitchen. Les revenus de la publicité lui permettaient de vivre, de continuer à passer des auditions et de poursuivre son rêve. En 1975, il auditionna pour la comédie musicale Godspell, mais perdit le rôle après avoir chanté la mauvaise chanson lors de la 2e audition. Cedar Refuse le bouleversa profondément et l'obligea à revoir entièrement sa manière de préparer ses auditions. Il demanda ensuite les conseils du professeur de art dramatique, Milton Katselas. C'est lui qui l'aida à découvrir une profondeur émotionnelle dans son jeu qu'il n'avait encore jamais atteinte. Cet échec devint, une des plus grandes leçons de sa vie. Puis arriva l'opportunité qui allait tout changer à l'audition pour Welcome Back. Il faillit la manquer parce qu'il avait désespérément besoin d'argent et qu'il était sur le point d'accepter un rôle dans une pièce de Broadway.
La directrice de casting Lynn Stallmaster réussit à le garder disponible en lui offrant un petit rôle dans The Devil's Reign, ce qui lui permit de continuer à gagner sa vie. Lorsqu'il entra dans la salle d'audition pour le rôle de Cotter en mars 1975, il était trempé de sueur et mâchait encore un chewing-gum. Pourtant, dès qu'il prononça les premières répliques de Vinnie Barbarino, toute la salle sembla s'animer. Les producteurs ne pouvaient plus détourner les yeux de lui. En mai 1966, il était déjà devenu, une des plus grandes jeunes stars de la télévision. Les enfants imitaillant de sa façon de marcher et des t-shirts à son effigie étaient vendus partout. Peu avant la sortie de Welcome Back, il apparut dans la série Emergency, en 1975, où il interprétait un adolescent fugueur qui se retrouvait dans de graves ennuis. Plus tôt, en 1968, il était déjà apparu dans cette série dans le rôle d'un jeune alpiniste de 18 ans victime d'un accident. Cependant, son retour en 1975 laissa une impression totalement différente. Il apporta au personnage des émotions sincères puisées dans sa propre vie. Les producteurs le remarquèrent immédiatement. Ils découvrirent une nouvelle profondeur dans son interprétation et comprirent qu'il était capable d'assumer des rôles beaucoup plus importants. Vint ensuite le film The Boy in the Plastic Bubble en 1966. Il y incarnait Todd Lubitsch, un adolescent né sans système immunitaire. L'histoire était inspirée de David Vetter, le véritable jeune homme qui vécut dans un isolement complet de 1971 jusqu'à sa mort en 1984. Le film sortit le 12 novembre 1966 et devint rapidement un grand succès. Pendant le tournage, Travolta se rapprocha beaucoup de Diana Hyland qui jouait sa mère. Peu de temps après, Diana Hyland mourut d'un cancer le laissant profondément anéanti. Cette perte le marqua durant de nombreuses années, influença profondément sa vie personnelle et l'inspira à explorer davantage son talent d'acteur. Toujours en 1966, John Travolta se présenta à l'audition de Saturday Night Fever sous une pression bien plus forte que la plupart des jeunes acteurs de sa génération. Pourtant, dès qu'il entra dans la salle, il attira immédiatement l'attention de tout le monde. Plus de 200 acteurs avaient passé les essais pour le rôle de Tony Manero, mais seul Travolta possédait une démarche aussi unique. Il s'inspira d'un bref moment de la série The Brady Bunch, où un personnage marchait avec une telle assurance qu'on aurait dit qu'il venait d'être piqué par une abeille. Hailey s'entraîna sans relâche jusqu'à ce que cette démarche devienne parfaitement naturelle. Dès que le réalisateur John Badham le vit entrer, il observa chacun de ses mouvements et comprit immédiatement qu'il avait trouvé l'acteur idéal. Cette façon de marcher si particulière devint la véritable signature de Tony Manero. Jusqu'alors, Travolta était surtout connu pour son rôle de Vinnie Barbarino dans Welcome Back Kotter. Mais Saturday Night Fever transforma sa carrière du jour au lendemain. Grâce à cette interprétation, il devint à seulement 23 ans le plus jeune acteur nommé à l'Oscar du meilleur acteur depuis 1932. Dans le même temps, le producteur Robert Stigwood lui fit signer un contrat de 3 films d'une valeur d'$1 million, une somme presque inimaginable pour une jeune étoile montante en 1966. Un an plus tard, en 1977, les célèbres scènes du costume blanc furent tournées dans la discothèque 2001 Odyssey à Brooklyn. Les lumières éclatantes, la foule en délire et la pression constante pour atteindre la perfection créèrent une atmosphère extrêmement tendue. John Badham imposait un rythme de travail exceptionnellement exigeant à toute l'équipe. La séquence sur la chanson Stayin' Alive nécessita à elle seule plus de 100 prises. Travolta tournait et glissait sur la piste de danse encore et encore jusqu'à ce que ses genoux soient en sang après être tombé à plusieurs reprises sur le sol en béton. La costumière Patricia von Brandenstein choisit un costume blanc prêt à porter car Tony Manero était un simple employé d'un magasin de peinture qui ne pouvait pas s'offrir des vêtements sur mesure. Cette décision toute simple apporta une grande authenticité au personnage tandis que le pantalon à pattes d'éléphant et les larges revers de veste devinrent des symboles emblématiques de l'époque disco. Peu après, la bande originale officielle fut publiée. À la fin de l'année 1977, les chansons des Bee Gees étaient devenues un phénomène mondial. L'album de la bande originale se vendit à 40 millions d'exemplaires dans le monde, dont 16 millions aux États-Unis, devenant la deuxième bande originale de film la plus vendue de l'histoire, juste derrière celle de The Bodyguard. Il resta en tête des classements pendant plusieurs semaines consécutives. Stayin' Alive devint la chanson la plus étroitement associée à Travolta. Les Bee Gees composèrent également leur musique pour refléter le parcours émotionnel de Tony. Leur voix si reconnaissable, s'accordait parfaitement avec le personnage et renforçait chacun de ses pas de danse. Lorsque le film fut présenté au Mann's Chinese Theatre, le 14 décembre 1977, l'ambiance à l'extérieur ressemblait à celle d'un immense festival. À l'intérieur de la salle, le film provoqua un véritable choc. À la fin de l'année 1978, il avait rapporté plus de 90 millions de dollars aux États-Unis et environ 350 millions de dollars dans le monde.
Travolta reçut sa première nomination aux Oscars à seulement 23 ans. 3 ans plus tard, la chaîne ABC diffusa le film à la télévision devant environ 200 millions de téléspectateurs. Malgré cet immense succès, il refusa un contrat publicitaire d'$ 1 million, craignant d'être définitivement enfermé dans l'image du jeune homme de la musique disco. Pendant la production, l'atmosphère resta très tendue. Une nuit, Travolta assista personnellement à une véritable bagarre dans une discothèque de Brooklyn. Le chaos, les cris et la sensation intense de danger restèrent gravés dans sa mémoire et inspirèrent plus tard, une des scènes les plus sombres du scénario. Par la suite, la MPAA exigea la suppression de la scène de tentative d'agression sexuelle. Pourtant, la violence dont Travolta avait été témoin continua longtemps à le hanter. Cette expérience le poussa à éviter les rôles trop stéréotypés ou trop prévisibles. Il craignait constamment d'être catalogué, et cette inquiétude influença de nombreuses décisions prises au début de sa carrière. Après Saturday Night Fever, tout le monde attendait à ce qu'il accepte toutes les propositions qui lui seraient faites. Pourtant, il refusa une brève apparition dans Animal House en 1978 afin de préserver son image d'acteur dramatique sérieux. Il utilisa l'argent gagné grâce à Saturday Night Fever pour produire son premier album. Intitulé John Travolta, il atteignit la 14e place du classement Billboard 200 et mélangeait des ballades avec de la musique disco. Il voulait prouver qu'il pouvait continuer à évoluer au lieu de épuisé prématurément comme tant de jeunes vedettes avant lui. Within Grease. Travolta avait déjà incarné Danny Zuko à Broadway en 1972, ce qui lui rendait le personnage très familier. Même si les producteurs envisageaient encore, Henry Winkler pour le rôle Travolta interpréta avec assurance le numéro Greased Lightning directement dans les studios d'Audition. Olivia Newton-John Aida a préparé les parties vocales et cette confiance lui permit finalement d'obtenir le rôle. Le tournage commença durant l'été 1977 au lycée Venice High School, qui fut transformé en le fictif Rydell High School. Les talents de danseur qu'il avait développés à Broadway, combinés à l'ascension fulgurante de sa carrière au cinéma, firent de Danny Zuko un personnage inoubliable. En juillet 1977, la production se déplaça à Venice Beach pour tourner les scènes de danse. Plus de 500 figurants interprétèrent les élèves, créant une atmosphère particulièrement vivante. Travolta improvisa de nombreux pas de danse, apportant encore davantage d'énergie aux scènes. Ce jour-là, il se blessa à la main en réalisant une cascade, mais continua malgré tout le tournage, obligeant toute l'équipe à s'adapter au fur et à mesure. Ironiquement, ce même chaos donna naissance à l'énergie unique que le public ressent encore aujourd'hui en regardant le film. Grease, sorti en juin 1978, et devint rapidement un immense phénomène au box-office. Le film rapporta $132 millions aux États-Unis et plus de $395 millions dans le monde, avec un budget de seulement $6 millions. Travolta reçut un salaire de $2,5 millions, faisant de lui l'acteur le mieux payé de Hollywood. De nombreuses rumeurs évoquèrent une romance entre lui et Olivia Newton-John, mais Travolta affirma toujours que leur relation était strictement professionnelle. Le film le fit passer du statut de vedette à celui de légende. Pourtant, derrière toute cette gloire se cachait une tragédie bouleversante. Pendant la tournée promotionnelle de Grease, Travolta apprit que sa mère Hélène était atteinte d'un cancer du sein. Elle garda sa maladie secrète afin de ne pas lui imposer ce poids émotionnel. Il tourna les dernières scènes du film avec cette douleur profondément enfouie en lui. Hélène mourut en 1978 et Travolta reconnut plus tard que cette perte avait donné à son interprétation de Danny Zuko une plus grande vulnérabilité et une profondeur émotionnelle. Malgré la souffrance causée par cette perte dévastatrice, il resta d'un grand professionnalisme et gagna le respect de tous ses partenaires. Peu après, en 1978, son single Let Her In sortit et devint rapidement un succès. Il resta numéro 1 au Royaume-Uni pendant 7 semaines et atteignit la 10e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Une émission spéciale intitulée The John Travolta Special fut même envisagée, mais son emploi du temps extrêmement chargé empêcha finalement le projet de voir le jour. À ce jour, Let Her In demeure le seul de ses singles en solo à être entré dans le top 10 aux États-Unis. Cette même année, on lui proposa également le rôle de Superman. Le rôle revint finalement à Christopher Reeve, mais Travolta reconnut plus tard que avoir refusé fut un des plus grands regrets de sa carrière. Superman rapporte à plus de $3,5 millions dans le monde et contribua à définir le genre moderne des films de super-héros. S'il avait accepté ce rôle, sa carrière aurait peut-être pris une direction totalement différente. En 1980 sortit Urban Cowboy, un film dans lequel Travolta se consacra entièrement à son personnage. Il passa plusieurs mois au Texas à apprendre à monter des taureaux mécaniques aux côtés de véritables cowboys afin d'interpréter Bud Davis avec le plus grand réalisme possible.
Lors d'une séance d'entraînement, il fut violemment projeté et perdit temporairement toute sensibilité dans les jambes, ce qui effraya profondément toute l'équipe de production. Avant même de passer un examen médical, il insista pour continuer le tournage. Les médecins découvrirent plus tard qu'il s'était fracturé la cheville, ce qui obligea à reporter plusieurs scènes avec Debra Winger. La douleur persista, mais elle contribua aussi à cette authenticité brute que le public ressent tout au long du film. En 1981, il joua dans Blowout, un film profondément marqué par le climat de méfiance qui suivit le scandale du Watergate. Lors d'une scène essentielle, le réalisateur Brian De Palma avait besoin d'un cri paraissant totalement réel. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Travolta utilisa les talents d'improvisation qu'il avait développés dans Welcome Back Kotter afin de produire ce cri brut et naturel que De Palma recherchait. Cet instant devint, une des scènes les plus mémorables du film. Puis arriva, l'année 1983, avec Staying Alive. Travolta reprit le rôle de Tony Manero tout en occupant également le poste de producteur exécutif du film. Le budget de production élevait à 22 millions de dollars, soit environ 64 millions de dollars actuels. En coulisses, il eut de nombreux désaccords artistiques avec Sylvester Stallone au sujet du contrôle créatif. Ces tensions perturbèrent le calendrier du tournage. Malgré cela, le film rapporta 127 millions de dollars dans le monde. Même si la critique fut très sévère, son succès commercial prouva que la popularité de Tony Manero restait intacte. En 1981, John Travolta accepta de jouer dans Perfect Pensant, participer à une simple histoire d'amour dramatique. Pourtant, le projet prit finalement une dimension beaucoup plus sérieuse. Il incarnait un journaliste du magazine Rolling Stone impliqué dans une bataille judiciaire après avoir refusé de remettre les enregistrements d'une interview. Ce rôle lui semblait étrangement familier, car dans la réalité, il était lui aussi engagé dans un conflit contractuel avec Paramount au sujet des droits des auteurs impayés de Grease. Le film rapporta plus de 140 millions de dollars dans le monde. Pourtant, Travolta ne reçut toujours pas l'intégralité de la rémunération qui lui revenait. Même si le litige fut finalement réglé à l'amiable, il lui laissa des blessures émotionnelles durables. Ironiquement, Perfect fut un échec commercial important. Le film ne rapporta que 12,9 millions de dollars pour un budget de 20 millions. Les critiques furent particulièrement dures, et la carrière de Travolta en subit fortement les conséquences. Malgré cela, le parallèle saisissant entre la bataille judiciaire de son personnage et celle qu'il vivait dans sa propre vie apporta une profondeur émotionnelle unique à son interprétation, un aspect qui continua à être discuté pendant de nombreuses années. 4 ans plus tard, seulement la chance lui sourit de nouveau. En 1989, Travolta obtint un rôle dans Look Who's Talking, une comédie dans laquelle Bruce Willis prêtait sa voix aux pensées d'un bébé. Au départ, rien ne laissait penser que ce film marquerait le début d'un retour spectaculaire. Beaucoup le considéraient comme une simple comédie légère. Pourtant, le résultat dépassa toutes les attentes. Le film rapporta 297 millions de dollars dans le monde et relança la carrière de Travolta au moment où elle semblait au plus bas. Avant cela, il recevait à peine des propositions pour des projets importants et perdait progressivement l'intérêt des studios de Hollywood. Travolta et Bruce Willis développèrent une excellente complicité improvisant avec naturel de nombreuses scènes comiques. Cette alchimie donna au film une chaleur et une authenticité que le public apprécia énormément. Grâce à ce succès, Travolta retrouva officiellement sa place parmi les grandes stars du cinéma. Pourtant, cette même année, il dut faire face à un nouveau revers. Son ancien agent le poursuivit en justice pour 5 millions de dollars, l'accusant de irrégularité financière. L'affaire fut réglée à l'amiable, mais tout ce qui fut révélé montra à quel point Travolta n'avait pas été préparé à gérer la célébrité. Pendant les années 1970, il avait gagné plus de 100 millions de dollars, mais était très peu préoccupé de la gestion de son patrimoine. Ses conseillers et ses représentants prenaient de nombreuses décisions à sa place sans qu'il les remette vraiment en question. Ce n'est que, à la fin du procès, qu'il réalisa l'importance des sommes qu'il avait perdues. Cette expérience constitua un véritable tournant, car c'est à partir de ce moment qu'il décida de reprendre lui-même le contrôle de ses finances. Au milieu de cette période mouvementée, il fit la connaissance de Kelly Preston. Ils se rencontrèrent pour la première fois en 1987 sur le tournage d'un film qui ne sortit jamais. Cependant, leur relation ne devint vraiment sérieuse qu'en 1989 lorsqu'ils rejoignirent tous les deux l'église de Scientologie. Leur foi commune les rapprocha à une période où Travolta venait d'enchaîner 4 échecs consécutifs au box-office. Kelly devint pour lui une source de paix et un soutien indéfectible, alors que tout semblait incertain autour de lui. Ils se marièrent en 1991 et restèrent ensemble traversant les hauts et les bas de la vie jusqu'au décès de Kelly en 2020. À cette même époque, il commença à choisir des projets plus modestes et plus personnels.
En 1991, il joua dans Eyes of an Angel, un film consacré au lien entre un père et sa fille à travers l'histoire d'un chien blessé. Même si le film ne connut pas de succès commercial, il reflétait parfaitement l'état d'esprit dans lequel il se trouvait alors. Il préférait désormais participer à des histoires centrées sur la famille et les relations humaines plutôt qu'à de grandes productions. Sa vie était devenue plus stable, et ses choix artistiques évoluèrent progressivement dans cette direction. Pourtant, en regardant son parcours, un regret continua toujours de l'accompagner. En 1992, on lui proposa le rôle principal de Top Gun. Il le refusa parce qu'il souffrait de vertige, même il adorait piloter des avions. Le rôle revint finalement à Tom Cruise, et le film rapporta plus de 357 millions de dollars dans le monde. Plus tard, Travolta reconnut que il s'agissait de une des plus grandes occasions manquées de sa carrière, autant plus que son parcours professionnel commença à décliner peu après. Cette leçon le marqua pendant de nombreuses années. Puis en 1984, arriva le tournant inattendu avec Pulp Fiction. La célèbre scène de danse entre Travolta et Uma Thurman, au Jack Rabbit Slims, dut être tournée 20 fois, car il revenait tout juste d'une tournée promotionnelle en Europe. Au cours d'une scène chaotique, son doigt glissa sur le pistolet factice, et il tira accidentellement sur Marvin au visage. Toute l'équipe resta figée de stupeur, mais Travolta et Samuel L. Jackson restèrent parfaitement dans leur personnage et continuèrent à jouer. Quentin Tarantino décida de conserver cette prise parce qu'elle paraissait particulièrement authentique. Plus tard, Travolta se blessa à la jambe en tombant, et le cri entendu dans le film est son véritable cri de douleur. Toute cette intensité contribua à l'atmosphère brute et chaotique du film, faisant de Pulp Fiction une œuvre culturelle majeure. En 1992, il joua dans Get Shorty, en incarnant Chili Palmer, un prêteur charismatique qui se retrouve de façon inattendue à Hollywood. Pour construire ce personnage, il s'inspira d'histoires, d'expressions entendues auprès de véritables membres de la mafia à Miami. Le film rapporta 78 millions de dollars dans le monde et remporta de nombreuses récompenses. Son remarkable talent d'improvisation poussa même le réalisateur à réécrire plusieurs scènes afin qu'elles correspondent davantage à son interprétation. Cette confiance retrouvée lui donna également envie de reprendre les commandes d'un avion à la fin des années 1990. Pourtant, cette même période fut marquée par un des épisodes les plus terrifiants de sa vie. Alors qu'il pilotait un Gulfstream 2 de Fort Lauderdale vers le Maine, le système de navigation de l'appareil tomba soudainement en panne. La visibilité diminua fortement et les communications radio furent perdues. Pendant que lui et son copilote entamaient leur descente, le contrôle aérien demanda à un Boeing 727 qui volait devant eux de les guider en toute sécurité à travers les nuages. Les deux appareils se rapprochèrent dangereusement avant que Travolta ne réussisse un atterrissage d'urgence à grande vitesse. Cet incident le marqua profondément pendant de longues années. Il inspira également plusieurs éléments du film Phénoménon sorti l'année suivante, dans lequel son personnage acquiert des capacités extraordinaires. Après avoir été témoin d'un intense flash de lumière, il parla très rarement de cet événement en public, bien qu'il s'agisse de une des expériences où il fut le plus proche de la mort. 2 ans plus tard, il partagea l'affiche avec Nicolas Cage dans Face Off. Le maquillage prothétique nécessitait jusqu'à 8 heures de travail chaque jour. Les maquilleurs posaient chaque cheveu à la main, fabriquaient des prothèses crâniennes mobiles et créaient des pièces faciales équipées de minuscules mécanismes afin que chaque expression paraisse totalement réaliste. Cage et Travolta passaient tellement de temps au maquillage qu'ils avaient parfois du mal à se reconnaître eux-mêmes. Le film rapporta 245 millions de dollars dans le monde, mais cette production extrêmement exigeante eut un impact important sur la santé de l'acteur. Travolta comme Nicolas Cage souffrirent de graves irritations de la peau et durent recevoir un traitement médical pendant le tournage. Malgré cela, Travolta resta totalement investi dans son rôle, convaincu qu'un tel engagement rendrait l'histoire plus crédible. Peu après, il reçut une proposition pour faire une apparition dans Titanic. Cela aurait pu devenir un moment marquant de sa carrière, mais en 1997, il refusa l'offre après que Kelly lui annonça qu'elle était enceinte de leur premier enfant Jet. Il choisit de mettre sa carrière momentanément de côté afin de consacrer son temps à sa famille, un sacrifice discret dont très peu de personnes eurent connaissance à l'époque. Suivant une décision qu'il n'oublierait jamais. En 2000, il investit 20 millions de dollars de sa propre fortune dans Battlefield Earth, avec l'espoir de créer une grande franchise de science-fiction basée sur un roman qui le passionnait. Le film disposait d'un budget de production de 63 millions de dollars, mais ne rapporta que 29 millions de dollars dans le monde. La critique le démolit complètement, et Travolta reçut le radis du pire acteur. Battlefield Earth devint, un des plus grands échecs de l'histoire de Hollywood. Beaucoup se demandèrent même si ses liens avec l'église de Scientologie avaient influencé ce projet.
Le film rappela que même les plus grandes vedettes peuvent accorder leur confiance à un projet personnel qui se révèle être une erreur. En 2001 sortit Swordfish. Travolta y incarnait Gabriel Shear, un antagoniste sophistiqué qui attirait toute l'attention à chacune de ses apparitions. Pendant le tournage, il pilota lui-même un hélicoptère pour une scène d'action. Bien que l'administration fédérale de l'aviation ait mis en garde contre les risques, Travolta insista sur le fait qu'il était parfaitement capable de le faire. Le film rapporta 147 millions de dollars dans le monde et connut un succès commercial, même si de nombreux critiques estimaient que ce rôle ne lui convenait pas vraiment. Malgré tout, cette cascade audacieuse devint, elle, un des moments les plus mémorables du film. Mais rien ne pouvait se comparer au drame qui survint en 2009. Son fils Jet mourut à l'âge de 16 ans, alors que la famille passait des vacances aux Bahamas. Cette perte fut immense. Quelques mois plus tard, un ambulancier tenta de faire chanter la famille en réclamant 25 millions de dollars, affirmant détenir des preuves d'une dissimulation. Pendant le procès, Travolta raconta en larmes le moment où il pratiqua une réanimation cardio-pulmonaire sur son fils, tout en le suppliant désespérément de continuer à respirer. Cette tragédie révéla au public sa véritable personnalité. Le monde découvrit un Travolta totalement différent de la brillante star de Hollywood qu'il connaissait jusque-là. Il montra que même les célébrités les plus admirées peuvent être profondément vulnérables. Avancé dans Hairspray, il avait incarné Edna Turnblad, avec beaucoup de chaleur et d'humour, malgré les longues heures passées chaque jour au maquillage. Le film rapporta plus de 202 millions de dollars dans le monde et renforça encore davantage l'affection du public à son égard. En coulisses, il devait pourtant concilier l'atmosphère joyeuse du tournage avec les difficultés de sa vie personnelle. Cette même année, Wild Hogs lui offrit une histoire plus légère. Le film rapporta 253 millions de dollars dans le monde et contribua pendant un temps à relancer le genre des comédies sur Elle Amitié. Travolta insista pour réaliser lui-même les scènes de moto et fut victime d'un léger accident qui lui laissa le corps couvert d'ecchymoses. Malgré cela, les acteurs développèrent une véritable complicité et passaient souvent du temps ensemble entre les prises. Cette expérience demeura, elle, une des plus agréables de toute sa carrière. Puis en 2010, une nouvelle lueur d'espoir apparut. Après la douleur causée par la perte de Jet, Travolta et Kelly accueillirent leur fils Benjamin né grâce à une gestation pour autrui. L'enfant devint un symbole de guérison pour toute la famille. Travolta s'engagea également profondément dans des actions humanitaires. Il pilota personnellement un Boeing 707 de Qantas transportant de l'aide humanitaire vers Haïti après le terrible séisme. Cet avion devint un symbole de son engagement humanitaire. Quelques années plus tard, il fit son retour à la télévision en incarnant Robert Shapiro dans The People v. O.J. Simpson. Pour préparer ce rôle, il prit environ 25 livres, soit près de 11 kg, et étudia avec précision la voix, les gestes et l'attitude de Shapiro. La série fut diffusée en 2016 et reçut les éloges de la critique. Travolta obtint une nomination aux Emmy Awards, prouvant une nouvelle fois sa capacité à se réinventer. Son interprétation fut largement considérée comme un des points forts de la série. En 2018, il accepta le rôle principal dans Gotti, un projet qu'il poursuivait depuis de nombreuses années. Le film fut entouré de rumeurs d'annulation et reçut des critiques extrêmement négatives, obtenant même une note de 0% sur Rotten Tomatoes. Malgré cela, il resta fidèle à son engagement envers ce projet. En 2026, il déclara qu'il n'avait jamais regretté d'avoir tourné ce film, car il représentait pour lui quelque chose de profondément personnel. Le coup le plus douloureux arriva en 2020, lorsque Kelly Preston mourut d'un cancer du sein à l'âge de 57 ans. Travolta publia un hommage bouleversant sur les réseaux sociaux. Plus tard, il révéla les dernières paroles que Kelly lui avait adressées et expliqua qu'il continuerait à vivre une vie pleine et heureuse, car c'était ce qu'elle aurait souhaité pour lui. Pour l'anniversaire de Kelly, en 2026, il publia une vidéo dans laquelle il chantait « Come Rain or Come Shine », permettant à des millions de personnes de partager le deuil qu'il portait encore en lui. Cette même année, il apparut dans une publicité de Noël pour Capital One en incarnant le Père Noël. À 72 ans, il continuait à se produire avec 50 danseurs sous de impressionnants jeux de lumière. La publicité fut diffusée pour la première fois lors de la parade de Thanksgiving de Macy's le 27 novembre 2025. Ses admirateurs y virent la preuve qu'il dominait toujours la scène avec la même énergie qu'à l'époque de Grease. Au milieu de tous ces événements, l'année 2026 fut également marquée par une vague de fausses rumeurs annonçant sa mort. Travolta répondit simplement en publiant quelques photographies accompagnées de son calme habituel. Elle continua à piloter son Boeing 707 pour des missions humanitaires, à conseiller de jeunes acteurs, à travailler sans relâche et à mener une vie remplie d'énergie.